Est-ce que Tom Laruffa est en train de devenir un fan de la AEW, la All Elite Wrestling? Telle est la question. La question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette hashtag TLR Reviews de AEW Collision du 17 août 2024. Oh oui, pas tout à fait en direct, mais enregistré depuis, c'est quoi, peut-être la remise, le grenier de la mairie de Pizzoferrato, dans la région d'Abruzzo, en Italie. Je me pose avant le show pour pouvoir faire cette review pour la chaîne qui, je vous le redis encore une fois, bon, je le dirai à chaque fois parce que bon, c'est sincère et puis c'est vrai. Merci pour votre soutien, merci pour les compteurs qui grimpent, merci pour vos retours, merci pour vos commentaires, merci pour la positivité surtout que ça amène et également l'échange qu'on a. Parce que comme je vous le dis, je garde non seulement un esprit très ouvert, notamment vis-à-vis du catch, qui est un domaine auquel je consacre depuis maintenant 20 ans, littéralement, ma vie et mes énergies. Et cela dit, j'essaye donc toujours de rester le plus... Alors, peut-être pas objectif, parce que comme tout le monde, j'ai des préférences, ça c'est humain, mais disons de placer au centre du débat et d'avoir mon centre d'intérêt, le bien de l'industrie. Et donc, la AEW, comme plein de gens l'ont vu, d'ailleurs elle a très bien marché la vidéo, encore une fois merci, lors de ma review de AEW Dynamite de cette semaine, j'ai été littéralement scotché de me rendre compte que au final, malgré toutes les mauvaises choses que j'ai pu entendre au sujet de la AEW, aussi bien de fans que d'autres catcheurs que je connais et que je côtoie très régulièrement, eh bien, en tout cas, personnellement, j'ai été très agréablement surpris par le produit. Donc, vis-à-vis, comme je l'ai dit aussi sur Twitter, du retour de la plupart des fans AEW, j'ai comme eu une sorte de ressentiment que les gens qui aiment la AEW limite s'en cachent. Limite osent pas le dire parce que sinon ils vont se faire tomber dessus soit par les fans qui veulent se rendre intéressants à critiquer sans aucun vrai argument, soit, encore beaucoup de gens m'en ont parlé, de l'effet de tribalisme, c'est-à-dire tu peux pas aimer la WWE si tu aimes la AEW et vice-versa. Et ça, je trouve ça, franchement, je vous le dis tout de suite les amis, c'est complètement débile. Moi, je me place du point de vue déjà d'un fan, parce qu'au final, je reste fan de catch, sinon je ne continuerai pas si j'aimais pas ça, mais aussi également, et c'est surtout ça le plus important, du point de vue d'un catcheur. Et un catcheur qui aimerait bien vivre du catch. Et quand je dis aimerait bien en vivre, c'est vivre comme je le faisais aux États-Unis, à passer à la télé, catcher, peut-être pas 24 heures sur 24, mais catcher de façon régulière. Et de passer à une télé qui est diffusée internationalement avec des gros moyens de production. Tout ça pour dire, premier de la vidéo, désolé, je bois, il fait très chaud ici, au cœur de l'Italie, pas tout à fait au cœur, un peu sur la côte adriatique. En haut des montagnes quand même, il fait chaud. Donc cet épisode d'AEW Collision était en direct de Arlington au Texas et c'était sold out. Bravo à vous les gars. Si le business marche pour la AEW, ça fait du boulot pour les catcheurs, donc bel esprit, tout le monde devrait être content. Ensuite, on avait au commentaire Tony Schiavone qui doit se faire tous les shows AEW. J'espère que ça paye SUI. J'espère qu'il est payé plus parce qu'il commente en tout cas les deux shows que j'ai vus, Dynamite et Collision. Et il était associé à Nigel McGuinness. Tout de suite, je kiffe. Parce que quand vous avez un ancien grand catcheur qui commente, tout de suite, ça donne une vibe différente. Parce que le mec, il a vécu le catch dans le ring. Il l'a vécu dans sa chair. Il l'a vécu aussi bien donc physiquement qu'intellectuellement qu'émotionnellement. Et tout ça, c'est bel esprit parce que ça donnera une profondeur aux commentaires qu'on ne retrouve pas si on n'a que des mecs qui commentent qui n'ont jamais fait de catch vraiment à haut niveau. Tout ça pour dire, également, oui, Tom Laruffa, toujours commentateur de TPW Premium, je pense poster un autre extrait de show commenté par Guillaume Lepers, French Wrestling Beast, qui vous manque beaucoup, et commenté donc aussi par moi-même, je pense, à vue de nez, soit la semaine prochaine si j'ai un bon Wi-Fi, parce qu'on va faire le stage à Lyon. Donc, quand la vidéo sera postée, ça sera sûrement cette semaine. Il y a le stage de 5 jours d'entraînement intensif à la Brawl Spirit. Donc, si j'ai un bon Wi-Fi, je posterai la vidéo. Sinon, ça sera la semaine d'après. Tout ça pour dire, les amis. Donc, au commentaire, on avait Tony Schiavone et Nigel McGuinness. Et tout de suite, alors, ce que j'ai kiffé,
ça a été, avant même que le show commence, bon, ça a commencé pour le premier match, mais j'ai vu, l'angle de caméra est différent à Collision. Alors, c'est peut-être dû à la salle, je sais pas, ou alors c'est un truc régulier, s'il vous plaît, dites-le moi. Mais j'ai vraiment aimé qu'il soit vraiment au niveau presque horizontal du ring. C'est comme on dit, la hard cam, la caméra fixe, enfin la caméra de côté du ring, qui filme les actions de façon générale. J'ai aimé. Parce qu'en plus, on a dans l'axe, on a aussi l'entrée avec les écrans. J'ai beaucoup aimé cette vibe. Ça fait un peu jeu vidéo, mais franchement, c'est différent. L'œil a accroché. Je fais, tiens, c'est pas mal. Parce qu'on est habitué à la WWE d'avoir la caméra de côté et de voir la foule derrière. Là, en fait, on avait l'écran d'entrée. Je trouve que c'est bien de tenter de nouveaux trucs, surtout que ça a de la gueule. Donc, bel esprit. Donc, le show commence avec un singles match entre Britt Baker et Harley Cameron. Donc, Britt Baker, je ne l'ai jamais vraiment regardé catcher, donc c'était pour moi l'occasion de la découvrir. Harley Cameron, je l'ai rencontré à Flatbacks Training, l'école de Tyler Breeze et de Sean Spears, au nord d'Orlando, à Popka, si je ne dis pas de bêtises, oui, à Popka. Je l'avais vu plusieurs fois là-bas, je l'avais vu s'entraîner, et d'ailleurs, pour tout vous dire, je l'avais vu une semaine avant qu'elle débute à la EW. On avait d'ailleurs pas mal parlé, parce que c'était une séance d'entraînement de catcheur avancé. Elle avait déjà fait toute sa formation avec Breeze et Sean Spears à Flatbacks. Et elle était sur le point. En fait, je crois qu'elle avait signé son contrat à EW. Elle me dit, je vais débuter la semaine prochaine. Est-ce que tu as des conseils? Et elle me parlait, elle avait son personnage. Elle allait avoir un personnage de secrétaire où elle prenait des notes avec des lunettes et tout, un peu genre Miss Hancock, Stacy Kibler, Stacy la câbleuse, à la WCW. Et moi, je lui avais dit, alors comme conseil, je fais, écoute, vu que tu es une secrétaire, ok, tu prends des notes. Mais aujourd'hui, qui prend des notes sur un bloc-notes avec un stylo? Utilise un iPad. Prends une sorte de tablette ou un iPad dans la main. Comme ça, au moins, un iPad, c'est super dur. Ça a une coque en métal. Tu peux t'en servir comme objet pour attaquer l'adversaire de celui que tu vas manager. Tu vois. Donc, je lui avais donné cette idée. Elle fait, ouais, c'est pas mal et tout. Et je lui avais dit, regarde beaucoup des films, regarde des dessins animés où tu vois des secrétaires comme ça pour t'inspirer de leur look, t'inspirer de leur façon de se tenir, de parler. Donc bref, elle m'a fait ouais, pas mal. Mais après, j'ai vu quand même qu'elle avait eu le bloc-notes. Peut-être que soit elle n'avait pas soumis l'idée, soit elle avait pas, enfin, elle lui avait dit non. Mais moi, je pensais que c'était une bonne idée. Genre la meuf qui prend. De toute façon, toutes les secrétaires d'hommes d'État ou d'hommes politiques ou d'acteurs, elles ont une tablette dans les mains. Genre, ok, à 8h, vous avez votre rendez-vous. Prends une tablette. Une tablette, ça te permet de faire, non seulement de faire moderne, de faire crédible, très important. Crédible quand même, un tant soit peu, même si ça reste du catch, et de moderniser le truc et surtout de s'en servir comme objet. Très important quand tu es manager de heel ou quand on est heel d'avoir toujours un petit objet pour s'en servir pour tricher dans le match. C'est la base, oui. Donc je sais pas, je pense pas que je l'ai dit au début de la vidéo, excusez le décor. Hein. Le décor ça fait un peu Resident Evil. Je vais pas vous filmer tout, mais je vous promets on se croirait dans Resident Evil 2 ou 3, dans le commissariat justement. L'étagère qui est penchée derrière, je n'ose pas la toucher. J'espère qu'elle va pas me tomber dessus pendant la vidéo. Mais bon, c'est le seul endroit tranquille où je pouvais faire la review parce que en dessous il y a les vestiaires, mais les catcheurs ils n'arrêtent pas de parler. Et après, je vous dis, ils sont en train de monter le ring dehors, donc ça fait un potin pas possible. Tout ça pour dire, c'était le dixième match d'Harley Cameron à la AEW, ce qui est quand même très très peu. Et ben franchement, je trouve qu'elle s'est très bien débrouillée. Après, elle a été bien entraînée quand même avec Tyler Breeze et Sean Spears. Hein, leur école est très très bonne. Hein, j'y ai été plusieurs fois. J'ai regardé comment ils entraînent. Bel esprit. Il y a pas mal de catcheurs européens maintenant qui commencent à revenir un peu sur le circuit, qui sont entraînés chez eux, notamment Sam Delaval, et un catcheur italien qui est pas mauvais du tout. Parce qu'aussi il fait le boulot, parce qu'il va à la salle, il a un look et il a investi dans sa tenue. Ça aussi c'est très 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 important. C'est pas tout d'aller dans une bonne école. Après il faut investir dans son catch et dans son personnage. Mais donc Harley, franchement, pour un 10e match à la AEW, elle s'est vraiment très bien débrouillée. Il n'y a pas eu de loupé. Le match était pas mal. Alors, oui, elle est allée un peu à 300 à l'heure. On sentait qu'elle enchaînait et qu'elle manquait un peu d'intensité. Mais ça, les amis, c'est tous les débutants, même moi je l'ai fait. Hein. Le truc, c'est que quand on débute, vous savez, et qu'on a le stress comme ça d'être à la télé, qu'on a, entre guillemets, notre match dans la tête, ou que même si on a des trucs, on veut improviser, on a tendance à aller à 300 à l'heure. Et ça, c'est, j'allais dire, l'erreur classique des jeunes qui débutent, c'est d'aller trop vite dans le ring. Relax, meuf, prends ton temps, vends tout ce que tu fais. Bon, ça c'est un peu ressenti, surtout pour l'œil avisé que j'ai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors pareil, comme à SmackDown pour Kevin Owens, je voyais vraiment mal Britt Baker perdre le match quand même. Elle se dirige vers un match de championnat contre Mercedes Moné à All In. Si elle perd à une semaine du combat, du show quasiment, contre une meuf qui a que 10 matchs à son actif, il y a un problème quelque part les gars. Donc Harley, ouais c'est Harley, ouais, parce qu'en fait là,
correcteur d'orthographe, a marqué Harker. Bel esprit. Harley bosse pas énormément la caméra. Pareil, erreur de débutante, mais on lui pardonne parce que non seulement elle est très mignonne, elle a un physique de ouf, et franchement, il n'y a pas eu de loupé dans ce match. Et les actions étaient propres, donc meuf, t'es pardonné. Pour une débutante. Après, si c'était une meuf qui catchait depuis 15 ans, là, je ferais yo, calmos, là. Faut remettre l'église au milieu du village. D'ailleurs, il y a une très belle église. Vous verrez, je pense que je vais monter et publier un vlog sur ce show à Pizzo Ferrato en l'honneur de Bruno Sammartino. Vous allez voir de toute façon sur Instagram, vous avez déjà vu la photo devant la statue de Bruno en plein milieu du square. C'est magnifique. On est au sommet d'une montagne. Franchement, je vais me débrouiller pour faire le vlog de ce week-end. Pourquoi je disais ça? Je sais plus. Ça y est, c'est la mémoire qui commence à flancher. Ouais, non, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc, Britt Baker, je la voyais mal perdre son match. Harley Cameron bosse pas trop la caméra. C'est pardonnable à une meuf qui commence. Sauf si c'est une meuf qui a 15 ans d'expérience dans le business. Là, ça serait différent. Et après, j'ai enchaîné sur Bruno Sammartino. Je ne sais plus pourquoi. C'est pas grave, on enchaîne. Désolé, des fois ça m'arrive. Et surtout, franchement aussi, je vous le dis, je parle fort. Je parle fort parce qu'en bas, ils font plein de potins, les catcheurs. Je n'aurais pas dit fermez vos bouches, je fais un enregistrement. Je ne vais pas me permettre de dire ça. Mais comme je me force à parler fort pour couvrir leur voix parce qu'ils n'arrêtent pas de parler, mais ils ne comprennent pas le français et qu'ils parlent tous anglais, c'est pas naturel. Oh oui, oui. Et maintenant, il y a l'église qui sonne la cloche. Mais c'est pas grave, c'est comme ça d'être sur la route. Vous vivez tout en direct avec Tom La Rufa. Mais je parlais du vlog. Et je vous disais dans le vlog, ouais, on est sur la route, vous allez voir, c'est... enfin, bon, bref, peu importe. On reprend. Donc, dans ce match, Britt Baker contre Harley Cameron. Alors, petit conseil d'expert, et je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais vous allez voir, parce que ça, quand j'ai parlé de ça, quand j'ai bossé sur ça avec une star du circuit français, que je vais nommer plus tard, ça a complètement changé toute la donne de ces matchs, et vous allez comprendre. Donc, Britt Baker, elle a un truc du gant, là, où elle met son gant. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est une docteure, je ne sais pas, c'est genre, ok, le docteur met les gants pour ausculter, j'ai pas trop compris la vibe, peu importe. Dans tous les cas, il n'y a absolument, et malheureusement, aucune production autour du fait qu'elle se met le gant. C'est triste parce qu'elle pourrait faire un truc tellement plus classe, tellement plus charismatique, tellement plus mise en avant, de prendre la pause comme Mankind faisait avec la chaussette. Tout s'arrêtait, le monde s'arrêtait. Ou comme The Rock, il fait le Spinebuster, il s'arrête, il enlève la coudière, il la lance dans la foule, et là, tous les regards sont sur lui. Là, la façon dont elle a mis le gant, alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils étaient en manque de temps ou qu'elle fait toujours comme ça, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, mais elle devrait complètement s'arrêter, prendre son temps, lever la main, sortir le gant, le montrer à la foule, et là, très doucement, le mettre. Ok, c'est parti. Et là, c'est bon. Et là, la foule est à fond dans le truc. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis un expert là-dedans. Oh oui, oh oui. Oh, non. Nous avons un catcheur sur le circuit français qui s'appelle Tristan Archer. Alors, ce jeune petit Tristan, qui est mon cadet de 2 ans, je crois. Alors, il y a une époque, et je crois que c'était en 2018-2019, petite histoire, alors je pense pas qu'il l'ait jamais dit, mais moi je vais le dire. Hey, de toute façon, il ne contredira pas, parce que s'il dit le contraire, c'est que c'est un petit menteur. Non, mais je pense pas qu'il le fera. Même si lui et moi, on a beaucoup de problèmes dans nos carrières respectives, notamment à la RIX. Bref, à l'époque, en 2018 ou 2019, il faisait son truc, il avait sa catchphrase, liberté, égalité, décapité, d'accord? Et avant de faire son finish, il faisait juste un truc comme ça, rapide, à son adversaire, et il faisait le finish. Moi, un jour, je l'ai pris à part, je fais, viens là, mon petit Tristan. Ton truc, là, ça manque. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il faut que tu le fasses mousser. Parce que personne comprend que tu décapites un gars, en fait. Tu fais un truc du genre de guillotine, mais personne comprend que tu le décapites. Donc, il faut que tu trouves quelque chose que, quand tu le fais, tous les yeux sont sur toi et que ça va mousser de ouf. Et là, ça m'est venu, je fais, tu devrais faire un truc, par exemple, quand tu t'apprêtes à faire ton finish. Liberté. Égalité. Décapité. Et là, tu fais ton finish. Et ça, et là, il faut que tu le fasses aussi dans l'entrée. Parce qu'au moins, tu le feras dans l'entrée. Les gens ont tout leur regard sur toi. Ils vont comprendre le truc. Tu dis au commentateur de le dire avec toi pendant ton entrée. Et après, quand tu le fais juste avant ton finish dans le match, les gens sont conditionnés à savoir ce qui vient. Et ils vont le faire avec toi. Et il va écouter. Et ça a moussé. Donc voilà mes petits potes, vous savez les petits gars, là, les petits rebelles, là, il y en a pas beaucoup, il y en a 2 ou 3 là, qui font les fous là, dans les commentaires.
Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et quand je dis à des gens de faire un truc, en général, 9 fois sur 10, ça marche. Oh oui, oh oui. Donc en fait, voilà, pour Britt Baker, elle devrait faire le même truc. Elle devrait trouver un truc pour son gant, je sais pas. C'est dommage, en fait, je comprends pas. En fait, j'allais dire, encore une fois, pourquoi dans les vestiaires, les producteurs lui ont pas dit, lui ont pas trouvé, aidé à trouver un truc. Je sais pas. Peut-être qu'ils lui ont dit, peut-être là, ils étaient pressés par le temps, je sais pas. Mais moi, un truc comme ça, il faut prendre tout son temps. C'est comme Shawn Michaels avant de faire le super kick, c'est le moment, le tournant du match. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Dites-moi si vous pensez comme moi, et surtout aussi dites-moi si Tristan a déjà dit dans des interviews que liberté, égalité, décapité comme il le fait, c'est... Oui, c'est Tom Larifal Booker qui lui a soufflé ça au fion. Bref, ensuite, bon ça va, c'était un bon opener, c'était un très bon premier... ouais, bon, pas excellent, mais oui, voilà, ça allait, très bon premier match. Il n'y avait pas de loupé, c'est ce qu'on demande. Mais par contre, voilà, il n'y a pas eu énormément de travail de la caméra, et des deux catcheuses d'ailleurs, hein, pas juste Harley. Même Britt Baker... je sais pas, c'est beaucoup d'actions, elles avaient le dos tourné à la caméra. Yo les frérots, moi je vous le dis, hein, s'il y a une caméra au bord du ring, vous pouvez être sûr que j'ai toujours ma gueule sur elle, ou en tout cas je m'ouvre toujours à elle. Si on fait des analyses de match un jour, notamment Impact, je vous montrerai comment dès mes débuts à Impact, je savais où trouver la caméra, et même mieux que les mecs qui étaient sous contrat à Impact depuis plus longtemps que moi. C'est un truc de ouf. Mais bon, c'est comme ça, les amis, c'est la télé. Il faut apprendre à bosser la caméra parce que la caméra, c'est regardé par des millions de personnes. Dans la salle, il n'y en a que 10 ou 15 000. Alors, la différence entre 10 ou 15 000 personnes et des millions, le calcul est vite fait. Il faut bosser pour cette caméra. Oh oui, oh oui. C'est comme là, regarde, je suis tout seul dans cette remise. Ok, je ne vais pas bosser pour la remise. Non, non, je bosse pour l'objectif qui est là et qui est regardé, on va dire en moyenne maintenant, par 3 000, 4 000 personnes. Bel esprit. Oh oui, oh oui. Merci encore, les gars. Les gars et les meufs. Il y en a quelques-unes. Bel esprit. Oh oui, oh oui. Alors, s'ensuit, après ce match, donc il y a une arrivée de Mercedes, Moné, bien sûr, qui feud avec elle, et de Camille. Donc, Mercedes, Moné, bel esprit, ma pote, Sacha, yo, elle a toujours un look de star, ça, on peut pas lui enlever. Camille est assez raide. Je la sens raide. Alors, c'est peut-être parce qu'elle s'est mise en tête. Alors, peut-être elle est toujours comme ça. Je sais pas, je la connais pas énormément. J'ai pas vu beaucoup catcher. Mais on la sent raide dans tout ce qu'elle fait. Parce que soit elle s'est mise en tête, ok, je suis une garde du corps, faut que je sois balèze et très rigide. Ou alors, c'est juste le stress, encore une fois. Parce que vous savez, c'est quand même stressant d'être à la télé. Hein, pour, si on n'a pas l'habitude. Moi, je vous dis, au tout début, on sentait que, pareil, j'allais à 300 à l'heure. Je pense que si je prends mes premiers matchs NXT télé, à la télé à NXT, j'allais à 300 à l'heure. Ça serait marrant de les re-regarder. Peut-être je les ferai dans les hashtags. Peut-être pas TLR Stories. Peut-être TLR Analyse. Sûrement pas TLR Anal. Hein, ça quand même pas. On va pas faire une abréviation d'analyse. Mais ouais, je vais trouver un mot où je vais analyser mes matchs. Parce que j'ai pas mal de matchs, j'espère que je les ai toujours, de l'époque WS. Et ça me ferait délirer de revoir tous mes matchs WS et de les analyser en disant « Waouh, c'était pourri ça ». Si ça vous intéresse... dites-le moi dans les commentaires que ça vous intéresse que je fasse des reviews comme ça, parce que ça, franchement, même moi, je pense que je me taperai des barres, parce que je m'auto-casserai. Hein. Et alors, dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir Tom Larifal s'auto-casser, mais d'il y a 10-15 ans, quoi, quand même. Parce que, ouais, même aujourd'hui, est-ce que je m'auto-casserai? Peut-être pas. Oh non, oh non. Allez, on en suit avec un tag team match pour le titre ROH Tag Team Championship. Alors déjà, c'est ça qui est énorme. C'est énorme parce que, je vous le dis tout de suite, j'ai vraiment adoré cet épisode. J'ai adoré AEW Collision de cette semaine et ça fait 2 sur 2 pour la AEW. Donc bravo les gars. Et les fans AEW, les mecs, j'allais dire je suis de votre côté. J'adore la WWE aussi. Hein. Mais là maintenant, j'ai presque l'impression, je le redirai en conclusion peut-être, mais j'ai presque l'impression que je suis en train vraiment de devenir fan de la AEW. Parce que là, ça fait 2 sur 2. Hein. Donc ce que j'ai vraiment kiffé, c'est qu'ils annoncent les temps limites des matchs. Genre, le following match is a tag team match for the ROH Tag Team Championship and it's scheduled for one fall in a 20-minute time limit. Voilà. J'ai marqué, j'aime qu'ils annoncent les time limits du match au début. Ça, c'est du catch. Et le truc qui était énorme, c'est qu'à la fin, justement, on a eu un match qui arrivait au temps limite. C'est top. Je vous le dis, j'ai kiffé ce show. J'ai kiffé ce show, BORDEL, MERDE. Oh oui, oh oui. Donc, le match, c'est Dustin Rhodes, l'anciennement Goldust, et Sammy Guevara contre Undisputed Kingdom, Matt Bennett et Matt Taven, je crois. Je sais plus, Taven, je sais plus. Alors, quel match. Alors, je vais juste lire mes notes et après, on commente. Gros côté athlétique de Guevara, ça, on peut pas lui enlever. Très bonne personnalité, bel esprit, charisme, athléticité. Bon, très bonne condition physique, un bon petit physique, c'est pas Batista, mais encore une fois, il a un physique, on voit qu'il va à la salle, contrairement à d'autres catcheurs qui sont dans d'autres promotions, dans d'autres fédérations. Ça bouge dans tous les sens. Sammy est vraiment over.
Dustin Rhodes bouge vraiment super bien pour son âge. Et Canadian Destroyer par Rhodes, lol en majuscule. Alors justement, je regardais le show à la maison là où tous les catcheurs ont resté ce matin. Et en fait, j'ai explosé de rire quand j'ai vu le Canadian Destroyer par Rhodes. Et à côté de moi, il y avait un autre catcheur qui fait c'est n'importe quoi. Je fais non mec. À ce niveau-là, je suis sûr que c'est ce qu'on appelle une rib. C'est une blague. En fait, je pense que Rhodes, Goldust, Dustin, il a dû se dire un jour, vous savez quoi les jeunes, moi aussi je peux faire un Canadian Destroyer. Et il a dû commencer à le faire dans un match. Et comme ça a été ouvert avec la foule et qu'au final il se dit, tu sais quoi, je vais le garder. Je vais le garder dans ma réaction finale, je vais me garder. Et dans ces cas-là, franchement, ça se voit que c'est un clin d'œil. Que c'est pas un truc sérieux, c'est pas le mec qui va faire 5 ou 6 Canadian Destroyer pour ensuite passer à autre chose. Il le fait dans un endroit relativement bien placé du match. Et là encore, et là, je vous le dis tout de suite, parce que on sait jamais, j'allais dire, c'est pas que je préfère tout prévoir, mais il y en a, ils vont peut-être commencer à dire, ouais, la Rufa, maintenant, tu lèches la top de la AEW, non, aucun rapport, donc tout ce qu'ils font, ils font bien, non, c'est pas ça. Mais je vous dis, quand je vois Goldust faire un Canadian Destroyer, je vais jamais me permettre d'aller dire à Goldust, mec qui a presque 30-40 ans d'expérience et à 50 ans catch encore et bouge très très bien, très bien, très rapide et tout. Je vais jamais lui dire, oh, monsieur, vous devriez pas faire un Canadian Destroyer. Non, si le mec le fait, c'est qu'il y a une raison. Et justement, la raison, j'essaie de la deviner. Et je pense justement que c'est à la fois un challenge pour lui-même, mais aussi un clin d'œil à tous les autres catcheurs du roster en mode, vous savez, moi aussi, regardez, je peux faire un Canadian Destroyer. Moi aussi, je peux faire vos conneries de jeunes, grosso modo. Mais bon, ça m'a bien fait rigoler. Il utilise le Crossroads. Alors ça, je sais pas si c'est nouveau ou quoi, ou si c'est Cody qui l'a pris à Dustin, mais j'ai vraiment aimé ce clin d'œil parce que je vous le dis, j'aimerais vraiment voir un jour la réunion de ces deux. Alors je sais qu'ils ont feudé à la AEW, mais je regardais pas à l'époque, mais j'aimerais vraiment voir la réunion des deux un jour ou l'autre. Alors, gros BORDEL à la fin, baston général, et ça j'ai kiffé. On n'en voit plus assez en catch des bastons générales. Ouh là là, que ça m'a fait du bien, ça m'a rappelé les grandes heures de la WCW, parce que ça justement, je vais revenir sur la WCW. Ça m'a rappelé les grandes heures de la NWO qui combattait le Wolfpack, qui combattait la fraction WCW. Les bastons générales, il n'y en a jamais à la WWE. Il y en avait à la Bloodline, contre Bloodline et Randy Orton et Kevin Owens, parce qu'il fallait de la sécurité en France pour les séparer. Lâchez-vous, comme a dit Nick Aldis. Et la sécurité qui faisait le boulot en France, ils ont pris des souplesses d'Orton sur la table des commentateurs. Ça, c'était quoi, hein? Mais non, des vrais bastons généraux avec tout le roster qui sort, bel esprit. Ça me manquait quand j'ai vu ça. Je suis c'est le bordel, c'est parti. Et franchement, je kiffe. C'est du catch, il faut quand même s'amuser, les gars. Alors, grosse victoire pour Rhodes et Guevara dans vraiment un très très bon match. Franchement, c'était vendu, il y avait de l'émotion. Et franchement, le fait qu'il gagne, c'est peut-être pour célébrer le retour de Guevara. Parce que je crois qu'il revient soit de blessure, soit de la grossesse de sa femme ou un truc comme ça. Et pour célébrer son retour, il gagne les ceintures ROH, je crois, donc avec Dustin Rhodes. Et c'est parfait pour Rhodes. C'est parfait pour Dustin, pour Goldust, j'ai envie de l'appeler. Parce que, à son âge, être en équipe avec un mec plus jeune, ça va lui permettre de laisser reposer son corps, de laisser le jeune faire aller les 2 tiers du boulot et juste de rentrer dans le match quand il faut. C'était comme disait Orton quand il faisait équipe avec Matt Riddle. Ça lui permettait d'avoir laissé reposer son corps pendant plusieurs mois tout en continuant à être sur tous les shows. Bel esprit, très bel esprit. Suite à ça, donc pareil, 2 bons matchs. Et là encore, c'est pas des spot fest, c'est pas des spot fest sans queue ni tête. C'est franchement des matchs avec une histoire, des personnages, des looks, des gueules, et tout est vendu. Parce que même Undisputed Kingdom, je les ai pas cités, mais franchement, très bons catcheurs, des bons physiques, très bon travail de heel, bel esprit les amis, bel esprit. Il y a eu quelques mauvais placements, c'est-à-dire des fois ils envoient leur adversaire du côté des cordes de son équipier. Pour ça, c'est un sacrilège en catch en équipe, notamment à la WWE, on se faisait incendier. Et moi, franchement, si un jour, je vous le dis tout de suite, si un jour dans un match en équipe, vous me voyez envoyer mon adversaire, qu'on est en train de le défoncer, vers son coéquipier en l'envoyant dans les cordes, c'est que soit j'ai pris un coup à la tête, soit je m'en bats les steaks du match. Mais comme je suis professionnel et que je ne m'en bats jamais les steaks de mon match, vous verrez jamais ça arriver. J'inverserai toujours le mec de position pour l'envoyer vers notre coin à nous, pour qu'il rebondisse dans les cordes et qu'il se prenne un coup d'avant-bras ou une manchette. Ça, c'est la base. Bon. Après, voilà, encore une fois, moi j'ai fait 4 ans à NXT où vous avez 50 balais enfoncés là où le soleil ne brille pas. Et donc, la moindre erreur, on vous en tient rigueur. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai été formaté comme ça, mon cerveau est toujours formaté comme ça. Et donc, quand je vois des trucs comme ça à EW Collision, je tilte. Mais d'un autre côté, si les producteurs et le patron Tony Khan dit « Écoute, allez, c'est pas grave. » Bah écoute, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils voulaient faire. Vous voulez cracher sur Tony Khan. Le mec, il a fait ce que personne d'autre n'a fait dans le business. Hein. Il a créé ces dernières années une compétition à la WWE. Ok, on garde les proportions quand même, mais il a créé une compagnie qui, ne serait-ce que ça, c'est indéniable, qui donne du boulot à plein de catcheurs. Et ça, moi, je dis respect total, mec. Et tous ceux qui critiquent la AEW,
en toute gentillesse professionnelle, allez vous faire enfiler par la population grecque masculine. Façon de parler, j'adore les Grecs, j'adore la civilisation grecque, mais c'est façon de parler, bien sûr. Comme on dit, va te faire voir chez les Grecs, vous comprenez le sous-entendu que ça veut dire. Parce que si vous souhaitez la fin de la AEW, c'est-à-dire que vous souhaitez au moins 100 à 150 catcheurs qui soient au chômage. Et ça, j'accepte pas, moi, les amis. Et si vous dites ça, gentiment, vous méritez même pas de vous appeler fan de catch. Au contraire. Le fait de ne pas aimer une promotion, c'est une chose. Mais de dire qu'elle devrait fermer, là, les gars, vous franchissez des lignes à ne pas franchir. Match, après ce match par équipe qui était très bon, on a un clip pour faire mousser le match entre Bryan Danielson et Swerve Strickland. Franchement, ils font bien mousser ça, belle production, les mecs savent faire le job. Là aussi, encore une fois, de dire qu'il n'y a pas de storyline ou que les moyens de production, c'est pas la WWE, je sais pas ce que vous avez fumé les gars, mais on regarde pas le même produit. Hein. Et là, ça fait 2 shows que je regarde, hein. Et en entier, et en vitesse x1. Alors là, vous pouvez rien dire. Oh oui, oh oui. Promo de Jericho dans les vestiaires. Alors, là, par contre, le premier point négatif, franchement, de la AEW, et là, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, même ceux qui adorent la AEW, il y a trop de ceintures. Il y a trop de ceintures à la AEW. Parce que là, en fait, je commence à déjà perdre les comptes. Alors, attends, il y a qui est champion quoi Attends, parce que maintenant, Dustin est champion à Roche, mais il est aussi champion autre chose. Ou il y a les champions trio, les champions par équipe. Il y a les champions trio à Roche, champion trio AEW. Wow. Et là, Jericho, il a la ceinture FTW. Là, ça, c'est un gros problème qui a aussi beaucoup de promotions indie, mais la WWE, là aussi, au final, il y a trop de ceintures. Tous les mecs, tous les matchs, il y a une ceinture en jeu. Et je l'avais dit pour SummerSlam, de toute façon. À la WWE, il y a des ceintures, il y a champion heavyweight, champion universel, enfin undisputed, champion américain, champion intercontinental, champion par équipe féminine, champion par équipe masculine, champion du monde par équipe. Ouh là, champion speed. Yo, bon, il y en a quand même plus à la WWE, donc là, quand même, point noir, mais voilà. Dites-le moi dans les commentaires, même vous, surtout vous qui aimez la AEW, reconnaissez quand même qu'il y a trop de titres. Alors, quelle est la solution? En supprimer? Je sais pas, parce que s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison à la base. Donc, je sais pas. Je sais pas, mais pour moi, il y en a trop, en fait. Donc, Jericho. Alors, c'est une bonne promo. C'est très bien d'attaquer Tom. Il s'appelle Tom ou Billy Billington. Bon, je sais plus. Enfin, bref, le neveu du Dynamite Kid. C'est bien de l'attaquer sur son côté trop green et le fait que son oncle serait pas fier de lui. C'est bel esprit. Parce que ça rentre dans les storylines. Même si on parle de quelque chose de vrai, ça reste dans la carrière catch et ça reste dans les storylines. C'est pas comme si tu dis, dans les vestiaires, t'es un trou duc ou alors t'es dangereux dans le ring. Non, c'est mec. T'es trop jeune pour moi. Et ton oncle, tu sais quoi? Il serait pas fier de toi. Parce qu'il aurait toujours refusé qu'un mec avec ton expérience monte sur le ring. Et là, bel esprit, parce que tout de suite, ça rend de la fuel personnelle. Cette version de Jericho, elle est très cringe, malaisante. Voilà, malaisante. Genre, quand tu commences et qui dit « Hi guys !» Comme ça. C'est vraiment cringe et malaisant. Mais comme c'est Jericho, et surtout que comme il est à fond dedans, ça va, ça passe. C'est pas le meilleur Jericho qu'on ait connu, mais encore une fois, le mec essaye de se réinventer, le mec essaye de faire différent, le mec essaye d'être comme personne d'autre. Hey, moi je le blâme pas, je vous redis, je vais pas apprendre à Jericho à faire son boulot, au contraire, j'ai sûrement énormément de choses, même pas sûrement, j'ai énormément de choses à apprendre d'un mec comme Jericho. Donc voilà. Et un autre truc en catch, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on vous donne quelque chose, il faut que vous y, comme on dit, il faut que vous soyez committed, il faut que vous soyez impliqué dans le truc à 100%, sinon ça ne marchera pas. Et Jericho, je le sens à 100% dans ce perso. Même si c'est cringe, même si c'est malaisant, en attendant, il est à 100%. Donc, bel esprit. Voilà. Bon, peut-être pas bel esprit de platine, quand même pas, mais bel esprit. C'est vrai que je préférais des Jericho d'autres versions, mais c'est pas grave, c'est Jericho, quand même, il faut respecter, quoi. Alors, suite à ça, un singles match, waouh, entre Hologram et Angelico. Alors, un match de fou. Un match de fou. Et alors là, maintenant, comprenez-moi bien. Parce que là, il faut être attentif. Et il faut être honnête, surtout. Des prises de ouf. Le plongeon entre les cordes de Hologram, je ne sais pas qui c'est. Il a l'air d'être mexicain. Apparemment, il annonce du Mexique. Est-ce que c'est vraiment un luchador mexicain? Dites-le moi. Je n'ai pas cherché. Je n'ai pas fait de recherche Google pour voir qui c'était sous masque. Mais si c'est vraiment un Mexicain, dites-moi. Ou alors si c'était un catcheur connu avant qu'ils ont mis sous un masque, dites-le moi s'il vous plaît. Parce que franchement, impressionné de ouf. C'était un match de ouf. Et en fait, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi c'était un match de ouf? Parce que oui, il y a eu des prises de ouf. Mais chaque prise était vendue. Chaque prise, derrière, il y avait un tombé. C'était pas le truc qui se fait 1, 2, 3, 4, 5 prises, boum, pour faire un tombé. Chaque prise était... Il y avait une tentative de tomber quasiment. Tous les coups étaient bien portés. Et ce que j'ai kiffé avec Hologram, c'est que le mec, il a un timing. Il connecte avec la foule. Et le timing, surtout, le mec, il fait une prise, il s'arrête, il regarde la foule.
Puis il monte sur la troisième corde, il s'arrête, il fait mousser avec la foule. C'est ça qui est bon. La plupart des, j'allais dire des merdeux, la plupart des gamins qui font n'importe quoi sur le ring, ils prennent pas le temps de reconnaître au moins une fois la foule dans leur match. Ils sont tellement concentrés à aller à 300 à l'heure et à déblatérer toutes leurs prises là qu'ils ont prévues depuis le début de l'après-midi dans le vestiaire que à aucun moment ils se souviennent ah tiens il y a une foule, peut-être ça serait bien que je la regarde ou que je les implique dans le match. Hologramme, et bon son adversaire aussi, mais surtout hologramme, j'étais impressionné. Chaque fois il faisait mousser avec la foule et moi je dis bel esprit. Bel esprit. Donc c'est un style très rapide, mais c'est là aussi, alors si c'est le genre de match que les anti-AEW critiquent, ces mecs n'ont rien compris. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, souvenons-nous de la WCW et surtout souvenons-nous dans les termes, réfléchissons aux termes dans lesquels tout le monde parle de la WCW. Qu'est-ce qu'il disait ? Eric Bischoff, ou alors peut-être avant lui Paul Heyman, a révolutionné le catch américain en ramenant les cruiserweight, en ramenant les Mexicains et les catcheurs japonais dans le ring. Rey Mysterio, Ultimo Dragon, etc. Dean Malenko, tout ça. Bon, et Paul Heyman l'avait fait avant lui à la ECW. D'accord, ok. Maintenant, ce style cruiserweight, qu'on appelait cruiserweight, était 10 fois plus rapide que le style des main eventers comme Hogan, Macho Man, Scott Steiner, Kevin Nash, Scott Hall. Et donc, forcément, je sais que les main eventers à l'époque, je voyais des interviews, je voyais des rumeurs qui disaient qu'ils ne prenaient pas au sérieux les cruiserweight parce que c'était des haricots sauteurs qui partaient dans tous les sens. Ok, d'accord. Mais donc, ça veut dire que les gens qui critiquent aujourd'hui ce genre de catch, quand c'est vendu, je le redis, quand c'est vendu, quand c'est pas 50 000 prises sans aucune tentative de tomber. Mais là, c'était pas le cas. Moi, je me base sur ce que je vois. Je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Hein. Enfin, peut-être pas à niveau spirituel, parce qu'on sait qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas dans le spectre de la lumière visible, mais c'est les sujets des bels esprits chauds que je faisais à l'époque. Mais bref, ça pour dire, ou j'en ai pas dit beaucoup de tout ça pour dire aujourd'hui dans cette review, pas encore. Donc ça pour dire, ah ça y est, c'est le deuxième, ça y est, j'ai commencé. Bref, les gens qui critiquent ce style de catch, s'ils critiquent un match comme Hologramme et contre Angelico, eh ben ils auraient critiqué à l'époque, ils auraient dû critiquer à l'époque les matchs des Cruiserweight à la WCW. Donc ils auraient dû critiquer un truc qui a révolutionné le business à l'époque. Je sais pas les amis, il faut un peu de logique. Après, je redis, il faut comprendre le business. Et moi, je vous dis, ce match-là, j'ai vraiment adoré. Alors, bien évidemment, la plupart des trucs que fait Hologramme, je serais incapable de le faire. Ou alors, oui, je serais capable, mais je risquerais de me blesser, donc je le ferais pas. Mais peut-être à une époque, je le faisais, et encore, peut-être pas la plupart. Mais tout était technique, tout était propre, les enchaînements, les tentatives de tomber. Yo, j'ai adoré. Quel match avec 3 points d'exclamation. Et comme je disais, donc à un moment, il fait un plongeon à travers les cordes, qu'on appelle en catch, en tout cas en termes insider, quand on parle d'un match ou quoi, le topé suicida. Un topé suicide, là, comment il s'est lancé, le mec, la tête la première, il a failli virevolter, le mec, il a vraiment tenté de se suicider, je pense, sur ce plongeon. Hein. Si vous voyez de quel plongeon je parle, c'était au tout début du match. Mais bon, franchement, bel esprit. Et en parlant de ultra bel esprit, c'est la promo qui a suivi. La promo au sujet du Tiger Driver 91 par Will Ospreay. Donc, je ne vais pas résumer la promo. Si vous avez vu AEW Collision, vous avez capté que cette prise qui est très dangereuse, inventée par Misawa, un catcheur, un dieu du catch que j'adore et que je respecte éternellement, qui est mort dans le ring d'ailleurs en 2009. Le mec est mort dans le ring d'une crise cardiaque. Un truc de ouf. Cette prise du Tiger Driver 91, super dangereuse. Will Ospreay apparemment l'a fait 2 ou 3 fois à la AEW. Chaque fois, genre, il y a eu limite une blessure. Super bien vendu par Bryan Danielson. Et là, en fait, toute la promo, c'est cette prise, je veux plus la faire. Non, je veux plus la faire, elle est trop dangereuse. Mais on sent que dans sa tête, il est en train de vriller. Les amis, c'est de l'or en barre, ça. On fait mousser le catch, on fait mousser une prise. Ça veut dire que dans son match, maintenant, quand il va teaser la prise, la foule, elle va exploser. Vous allez avoir, je sais pas combien de personnes à all-in, 50 000, 70 000, je sais pas, peut-être 80 000. Allez, on va couper un peu en deux, 65 000 personnes qui vont se lever de leur chaise dès que le mec va crocheter les 2 bras. B-O-R-D-E-L, D-E-M-E-R-D-E. Ça aussi, ça doit être un nouveau t-shirt, une nouvelle catchphrase. C'est ça le catch. C'est énorme. Je kiffe. Et c'est ça le catch. J'ai un clin d'œil à Sturi. Je sais pas pourquoi lui, il a appelé sa chaîne comme ça ou ses vidéos comme ça. Mais franchement, c'est ça le catch, les amis. Je vous le dis, c'est de faire mousser une prise et de la faire mousser en mode, cette prise, si je la fais, ok, je vais peut-être gagner le match, mais je vais peut-être envoyer mon adversaire à l'hôpital. C'est pour ça que je veux pas le faire. Et donc, le mec, quand finalement, il vrille assez dans le match et qu'il va la faire, ou alors qu'il sait pas comment battre son adversaire et son dernier atout majeur, c'est le Tiger Driver 91. Les amis, l'histoire est racontée. C'est un truc de ouf. C'est comme dans les films, je vous le redis, où le gentil dit « Non, jamais je tuerai quelqu'un. C'est contre mes principes. » Et qu'après, au final, à la fin du film, il se rend compte que le seul moyen qu'il a de vaincre le méchant et de sauver son amoureuse ou ses enfants, c'est de justement tuer le méchant. Le dilemme est là et l'histoire est toute racontée. Et vous, les gars, je vous dis, ça donne pas des frissons, c'est qu'on n'est pas fait pareil. Mais parce que moi, après 20 ans dans le business, ce genre de truc, ça me donne les frissons. Oh oui, oh oui. Donc j'ai adoré.
Singles match entre Jack Perry et Danny Orion, qui était squash match tout simplement. Donc encore une fois, ça fait plaisir d'en voir. Ça fait toujours plaisir. Bon, par contre, Jack Perry pas très grand, mais ça va. Son adversaire n'était pas grand non plus, donc ça passe. Et au contraire, il était plus petit que lui, donc ça va, ça passe. Et puis Jack Perry, ça va. Il a un peu de pec, il a un peu de bras, d'épaule, ça va, ça passe. C'est pas JG pour ceux qui savent de qui je parle. Bonne intensité de Perry, j'aime beaucoup. Il a de l'intensité à voir, bien sûr, s'il est safe dans le ring. Parce que des fois, le problème, c'est que les mecs un peu trop jeunes qui n'ont pas trop d'expérience, ils sont intenses, mais après, ils vous défoncent aussi dans le ring. Donc, frérot, calme-toi, hein, calme-toi quand même. Parce que là, tu me donnes des coups en plein dans la gueule et j'ai pas envie de choper une commotion cérébrale. Bon, par contre, je redis, là, j'ai remarqué trop de ceintures à la AEW. Le TNT title, il y a le TBS title, TNT title. Waouh, les amis. Je vous redis, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous ne trouvez pas qu'il y a trop de ceintures à la AEW. Donc, ce match se termine avec le segment avec le body bag. Alors, franchement, regardez, là aussi, c'est pareil. J'imagine, je vois venir les gens qui vont dire « Ouais, c'est un segment qui a ni queue ni tête. Pourquoi il sort un sac mortuaire pour mettre son adversaire dedans? Ok, il y a le nom de Darby Allin. Ok, on sait qu'ils ont un coffin match dans une semaine. Ok, c'est un segment pour faire mousser le coffin match. Mais moi, je trouve ça créatif, je trouve ça différent. C'est toujours mieux que de prendre le micro et dire « Darby Allin, dans une semaine, je vais te mettre dans un cercueil. » Et il sort sa nouvelle version de la ceinture. C'est ça le truc. C'est vrai que des fois, je me dis, on est tellement formaté en mode WWE qu'on se dit, tout ce qui est différent, c'est pas bien. Non, parce que là, voilà, à WWE, je pense que le mec, il aurait pris le micro, ou il y aurait une interview dans les vestiaires pour dire, voilà, ou alors il se serait fait attaquer par son adversaire. Enfin, ça aurait été un truc comme ça. Là, le mec, à la fin du match, il sort le sac mortuaire. Alors peut-être ça aurait été too much pour le PG de la WWE, mais là, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien. En plus, le sac, il aurait mieux voulu qu'il soit noir, en plastique, qu'il fasse vraiment sac mortuaire, parce que je suis pas au courant que les sacs mortuaires maintenant sont vert kaki en tissu. Je sais pas, dites-moi si c'est le cas. Mais ouais, non, franchement, et je vous redis, ça me renvoie à la WCW, où les mecs, des fois, étaient très créatifs dans leurs segments. Souvenez-vous de Chris Jericho avec la liste des prises, qui était son idée. Il avait aussi un tableau où il avait des photos de Dean Malenko sur lesquelles il faisait des gribouillages. Yo, c'est bon ça. Et alors je le dirai en conclusion, mais j'aime la vibe à EW parce que je sens que les catcheurs ont une liberté qu'ils n'auraient pas à la WWE. Et ça, pour un mec créatif comme moi, c'est en or. Ça me rappelle exactement comment je me sentais à la TNA, où on avait vraiment la liberté de s'habiller comme on voulait, de mettre les tenues qu'on voulait, de dire ce qu'on voulait dans nos promos, tant qu'on faisait passer le message qu'on avait besoin de faire passer. Regardez mes promos à la TNA, je place tout à Impact, je place toutes mes catchphrases. Oh oui, comme ci, comme ça, moi, magnifique. Toutes, elles y sont toutes. À NXT, on pouvait jamais les placer, on n'avait jamais le micro. Donc bon. Donc ouais, ça va. Bon, c'est ça, segment qui fait le boulot. C'était pas mal. Ensuite, il y a eu un clip pour le feud entre Christian et ses acolytes, House of Black et Bang Bang Gang. Que c'est bon de revoir Juice Robinson. Juice Robinson, CJ Parker à NXT, c'était un très 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 bon pote. J'ai plein d'anecdotes dont certaines je peux pas trop partager. En tout cas pas en public. Mais franchement, bel esprit. Juice Robinson, CJ Parker, c'était un mec que j'adorais. Et de le voir comme ça en action à la télé et surtout être lui-même, j'adore. Parce que petite anecdote. Juice Robinson, il a démissionné d'NXT. Ils étaient sur la route à NXT, je sais plus, TakeOver ou à Access. Et en fait, comme il savait qu'il allait droit dans le mur, que personne n'allait le prendre au sérieux, il faisait que des squash matchs sur TakeOver, il jobait pour Baron Corbin, il jobait pour je sais plus qui d'autre. Et en fait, il savait qu'il allait droit dans le mur et le mec était ultra passionné par le business. Et il a un énorme potentiel. Bon, il n'a jamais vraiment bossé sur son physique quand même, mais ça va, il fait 1m85 et il avait la personnalité de ouf, de ouf. Il a démissionné. Il a démissionné le jour où, backstage, il y avait les recruteurs de la New Japan qui étaient venus parce que Nakamura venait d'arriver, je crois, ou il était sur le point d'arriver. Et comme Matt Bloom était très proche en tant qu'ancien Prince Albert à la NJPW, la New Japan Pro Wrestling, et ben il a présenté Juice Robinson au mec de la New Japan. Et en fait, grosso modo, c'est comme ça que ça fait. Il fait, écoute, ok, je pars d'NXT, mais vous me prenez s'il vous plaît dans le dojo de la New Japan. Et le mec, il a totalement donner même pas un second souffle, il a vraiment lancé sa carrière. Et le voir comme ça à AEW, mais bel esprit. Et merci la AEW, merci la New Japan, merci d'avoir d'autres places que NXT ou la WWE. Pourquoi? Parce que sans ça, Juice Robinson aurait sûrement arrêté le catch. Ou pire. Parce que bon, après, je pense pas qu'il aurait fait de bêtises, mais on sait jamais. Vous savez, quand vous êtes passionné par quelque chose et que rien ne va dans votre carrière et que vous avez que ça, vous savez, on parle de men's health. Il y en a, ils font des bêtises. Hein. Donc bon, je dis pas qu'il l'aurait fait, pas du tout. Mais en attendant, il le fera pas parce qu'il est dans un spot où on sent qu'il s'amuse. En plus, comme il était super pote avec Billy Gunn, là, il est avec ses enfants, bel esprit. Franchement, bel esprit, ça m'a fait ultra plaisir de le revoir.
Et donc j'ai kiffé cette petite promo parce que chaque équipe a une vibe différente. Alors j'étais curieux de voir un peu plus de House of Black. On a vu que ce promo segment, ça me suffit. Parce que c'est vrai que maintenant, comment il s'appelle, Aleister Black, c'est ça? Enfin, je sais plus comment il s'appelle à AEW. Il a vraiment un gros look et une très grosse présence. Donc franchement, bel esprit. Christian, excellent aussi dans ce qu'il fait. Non, franchement, pour l'instant, encore une fois, comme pour Dynamite, c'est un home run pour tout le show là jusqu'à présent. Suite à ça, alors là, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Je le redis, tous ceux qui regardent ce show et qui disent « je ne l'ai pas aimé », je serais très curieux de savoir pourquoi. S'il vous plaît, dites-moi. Si vous êtes fan de catch et que vous avez regardé AEW Collision cette semaine, je suis presque tenté de dire j'ai presque aimé plus Collision que Dynamite. C'est un truc de fou. Parce que le match qui a suivi, Claudio Castagnoli contre Lio Rush, les amis, là c'était un truc de ouf. Alors attention, bien sûr, c'est deux catcheurs exceptionnels. Claudio Castagnoli, Lio Rush, les deux ont un physique, mais les deux ont un physique totalement différent l'un de l'autre. Et ils ont raconté une histoire parfaite à ce sujet. Ok, il y avait des prises de ouf, mais chaque prise était vendue, je le dirai toujours. Chaque fois, il y avait une tentative de tomber et ils ont raconté une histoire magnifique. Franchement, j'étais à fond dans le match et je vous dis, je peux même pas dire c'était le match de la soirée, il y a eu le main event. Je vous dis, c'était un truc de ouf. Et là, maintenant, je comprends totalement ceux qui m'ont dit dans les commentaires que AEW, c'est where the best wrestles et qui mettent le catch devant. Et là, franchement, ouais, je commence à sentir la vibe. Et franchement, oh oui, bel esprit. Donc, pour ce match, le match était énorme. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et si vous aimez pas ça, et si après ça, vous dites pas, ouais, c'est vrai que la AEW, quand même, il y a du niveau et ils savent ce qu'ils font, et ben, je sais pas quoi vous dire, franchement. Hein. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu des matchs comme ça à WWE et encore plus WWE Weekly. Peut-être sur les PLE, oui, mais à Raw ou SmackDown, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu des matchs de ouf comme ça. Hein. Surtout que c'est des matchs assez courts en général à la WWE. Là, ils ont fait un bon 15-20 minutes, un truc de ouf. Donc, grosse entrée de Claudio, physique de ouf, ultra respect à lui. Charisme exceptionnel de Lio Rush, qu'en plus j'avais rencontré 2 fois en Roumanie et à la TPW en France. Yo, le mec, c'est une star. Pareil, libéré par la WWE, peut-être par des problèmes d'attitude. Mais bon, oui, alors ça, d'accord, j'allais dire, c'est un problème dans les vestiaires. Mais d'un autre côté, bel esprit, parce que bon, ça lui a permis de rebondir à la AEW. Et s'il a mis de l'eau dans son vin pour un peu se calmer, bel esprit, mec. Bonne chance à toi. Ouais, et puis non, c'est ça, je vous ai dit, match de ouf, tout est vendu, prise de ouf, bel esprit. Allez, on commence avec un mini point négatif, mais pareil, j'en ai pas assez vu pour le dire. On a vu une promo backstage de Eddie Kingston. Alors, Eddie Kingston, voilà, j'ai marqué voilà un gars avec qui j'ai peut-être un problème. Je vous explique. Je l'ai connu en personne à Impact Wrestling, à la TNA. Il arrivait, il cherchait un job et au final, il a été engagé. Le problème que j'ai avec Eddie Kingston, mais il faut vraiment maintenant que je le vois en action sur ring, et là, il est blessé, apparemment blessure au genou. Donc, bonne récupération. Bouh 1, 2, 3. Bonne récupération à toi, amigo. Donc, le problème que j'ai, c'est que, vous le savez, il a un physique dégueulasse. Et quand je dis dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Alors maintenant, si son catch est adapté à ce physique, ça va, ça passe. Mais si par contre, il veut faire le gros balèze, là, ça passera moins. De mon point de vue. D'autant plus que, moi, je peux vous dire, je l'ai côtoyé à la TNA. Alors, le mec, attention, il faut séparer. Il faut séparer le professionnel du personnel. Personnellement, le mec est adorable. Très gentil, très pro. Il venait nous serrer la main avec Marcus parce qu'on était déjà signé avant lui. On sentait le respect, d'accord. Mais par contre, après, quand je le voyais en tenue et dans le ring, je me disais, bof. Et puis en plus, alors là, bon, peut-être, j'en parlerai sûrement dans un hashtag TLR Stories quand je parlerai de ma carrière à la Impact Wrestling. Mais là, en plus, il faisait partie du DCC à l'époque, un groupe qui n'a pas duré longtemps, le Death Crew Council, formé de Bram, James Storm et Eddie Kingston. Et ce groupe-là, je ne pouvais pas les blairer. Parce qu'ils nous avaient pris notre spot et une feud avec les Hardy Boys. Mais ça, c'est par du jeu des politiques. Et ça, je l'avais flagué. C'est la première fois de ma vie que de mes yeux, j'ai vu les politiques à l'œuvre dans le business, surtout le business télévisé. C'était une leçon. On en parlera dans hashtag TLR Stories. Tout ça pour dire, donc voilà, il me tarde sérieusement de le voir de retour dans le ring pour me faire vraiment une opinion sur lui. Mais là, de ce que j'en vois déjà, comme j'ai dit, j'ai peut-être un problème avec lui. Et vous savez quoi, peut-être un problème plus gros avec Eddie Kingston qu'avec Johnny Gargano. Suit un singles match entre Maria May et une meuf dont j'ai pas retenu le prénom parce qu'en plus c'était un squash match là aussi. Alors le match est parti très vite et c'était abrégé très vite. C'était aussi pour faire mousser Maria May qui va affronter Toni Storm, si je me souviens bien. Bon par contre là, oula,
j'ai eu peur sur le finish. Hein. Le pile driver que fait Mariamé, il a l'air très 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 dangereux. Donc ça, par contre, j'aime pas. Hein. Quand c'est ok, c'est bien beau de faire d'avoir un squash match et de briller, mais si votre finish a l'air super dangereux, surtout pour une personne qui vous donne sa vie dans les mains, bof. Suite à ça, on a eu un clip promo de Tony Storm. Et alors là, je mets magnifique, 2 points d'exclamation. Les amis, c'est du personnage, c'est de la mise en scène. Alors oui, c'est cringe. Ok, c'est peut-être too much. Peut-être ils vont dire, oh, c'est trop over the top. Mais c'est du catch, c'est du divertissement, c'est bel esprit. Ça dépend de la vision qu'on a du catch. Est-ce qu'on a une vision beaucoup plus réaliste où les gimmicks les personnages sont basés sur des trucs réalistes, ou alors on va complètement over the top tout en étant quand même un peu crédible. Et quand je dis crédible, ça ne veut pas dire le personnage en lui-même, mais ça veut dire le jeu du catcheur qui fait le personnage. Quand Taker, regardez, réfléchissez ceux qui passent leur temps à critiquer parce que vous ne comprenez rien. Écoutez le pro que je suis. Le mec qui fait le Spartiate toutes les semaines avec un casque sur la tête et qui vit ça comme si j'étais vraiment un Spartiate dans mon cœur et dans ma tête. Undertaker, tout le monde est d'accord pour dire c'est une des plus grandes légendes du business. Mount Rushmore, blablabla. Ok, totalement vrai. Sur papier, c'est quoi l'Undertaker? C'est un fossoyeur, c'est un croque-mort, limite mort-vivant, limite zombie. Comment vous voulez portrayer? Comment vous voulez mettre ça à l'image, à l'écran et donner vie à ça en le faisant crédible? Je vous pose la question, comment? Quand vous avez juste cette description du personnage. Eh bien, demandez à Mark Calaway. Parce que Mark Calaway a fait 20 à 30 ans de carrière, ultra réussi, avec plein de succès, en faisant ce personnage-là qui, sur papier, n'est pas crédible du tout. Pourquoi? Parce que son jeu était crédible et qu'il était à fond dans le personnage. Pareil pour Tony Storm. Que vous aimiez ce personnage ou pas, que c'est too much, genre, comment c'est old school? Non, c'est comment? C'est à l'ancienne? Je sais plus. Comment c'est untimable? Non, c'est indémodable. Bon, enfin bref. Bref, Tony Storm dans cette vibe, Marilyn Monroe, années 60, 70, en noir et blanc. C'est un perso. Elle le fait à fond, c'est super bien fait, l'emballage est magnifique et c'est une très bonne catcheuse. Moi, les gars, je signe. Si c'est pas votre tasse de thé, pas de problème. Mais il en faut tout pour le catch. Et moi, ce genre de perso, je kiffe. Parce que justement, c'est ça la WWE. J'en reparlerai dans les... Je ferai une hashtag Taylor Story sur comment développer son personnage à la WWE. Et je vous expliquerai comment on crée un personnage, comment on le faisait sur 3 ou 4 semaines, en promo, devant Dusty ou devant un des scénaristes, et comment chaque promo doit amener chaque fois un nouvel élément. Ça, je vous le redis, vous ne trouvez nulle part, en tout cas sur le YouTube français, parce que personne ne l'a vécu de l'intérieur comme je l'ai vécu, et comme je l'ai fait plusieurs fois. À NXT, je devais avoir au moins, dans ce qu'on appelle mon body of work, c'est-à-dire mon catalogue de travail, je devais avoir au moins 8 à 10 personnages qui étaient prêts à être à la télé du jour au lendemain. Parce qu'en 4 ans, je peux vous dire, je vous en ai trouvé. Mais bref, tout ça pour dire, j'adore les persos, surtout quand ils sont bien faits. Et ça, Tony Storm, bel esprit, j'ai adoré cette promo. Il me tarde de la revoir à l'action et de voir son entrée, de voir comment elle vit le perso dans le ring. Parce que ça aussi, c'est très important. Pourquoi Taker marchait en tant que Undertaker? Parce que son perso dans le ring traduisait exactement qui il était dans son entrée et qui il était tout simplement sur papier. Il faut qu'il y ait un rapport entre les deux. Parce que si vous êtes genre, par exemple... c'est pour ça que je dis toujours, je crois que j'ai déjà dit dans une télé review ou dans une interview il n'y a pas longtemps, c'est toujours dur de faire un personnage de vampire. Parce que comment tu traduis un vampire dans le ring? Tu vas mordre le mec et lui sucer le sang? C'est space. D'ailleurs, tu vas faire comme Mariamé a fait à Tony Storm, lécher son sang. Un peu space ça quand même. Mais j'ai dit c'était un truc que j'ai pas trop accroché. Et enfin, les amis, main event. Le main event. Un match pour être number one contender pour les titres par équipe AEW entre FTR, mes potes, de The Revival et les Acclaim qu'on avait vu déjà à Dynamite. Alors là, je vous le dis tout de suite, déjà, pour moi, ils m'ont fait délirer FTR avec leur thème et leur entrée, je kiffe, j'adore cette vibe, années 80, synthétique, waves, énorme. Donc, alors, ce match, ça m'a fait ultra plaisir, parce que, bon, quand je regarde la vidéo, j'ai toujours l'œil sur le compteur. Et ils ont annoncé, this match is for number one contendership, blablabla, is in a one fall in a 30-minute time limit. Donc, une demi-heure pour le time limit du match, limite de temps. Quand j'ai vu qu'il commençait le match il était 1h13, je crois, et que le show se terminait à 1h43 et que c'était le main event, je fais ouh, me dis pas qu'ils vont aller jusqu'au time limit. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est magnifique. C'est magnifique parce que j'ai marqué what a match. Quel match, quel match, quel match. Le match, alors, oui, des fois, il y a quelques mauvais placements. Tu sens qu'il y a des problèmes de timing. Mais yo, les gars ont catché pendant une demi-heure. Une demi-heure de catch.
La plupart des catcheurs que je connais sont morts au bout de 10 minutes. Même moi, je pense au bout de 15-20 minutes, je commence à être vraiment fatigué parce que je ne bosse pas mon cardio in-ring parce que j'ai pas accès à un ring. Mais c'est ma faute, pas de problème. Mais là, ils ont fait une demi-heure. Les 4 ont un physique. Les 4 ont un catch où ils se rentrent dans la gueule. FTR prend un double back body drop, je comprends pas, je leur avais dit en plus, je les avais vus à Paris, à Bercy en 2018 ou en 2019. Les mecs, ils te prennent sur un live event à Paris, un double back body drop, je les avais vus après le show, on était allés à leur hôtel, et je leur ai fait, par contre les gars, expliquez-moi, pourquoi un back body drop sur un live event? Le back body drop, c'est une des prises qui peut vous faire le plus mal, notamment au corps, parce que vous partez à 3 ou 4 mètres, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres parfois dans les airs, et vous faites un plat du dos, culbuté en chute avant sur le ring. Et là, en plus, vous faites à deux, donc des fois, vous reprenez les vibrations de l'autre chute de votre coéquipier. Un truc de fou. Et ça, ultra respect à FTR qui font toujours des chutes comme ça après tant d'années dans le catch. Et surtout, tant d'années au haut niveau. Les mecs main event AEW, main event New Japan, WWE, ils catchaient 5 fois par semaine. Avec le voyage et le manque de sommeil. Les mecs, respect total, respect total. Quel match! Et c'est surtout le genre de match qui donne aux victoires toute leur importance. Donc là encore, ultra bel esprit. Franchement, respect total. J'arrête pas de dire ça, respect total. Alors, pareil, mais ça on en a parlé à Dynamite. C'est bizarre des fois que les relais soient pas respectés. C'est bizarre. Parce que genre, par exemple, il y a Dax qui est dans le ring et il appelle Wheeler. C'est vraiment Dax et Cash. Il appelle Cash Wheeler, Cash dans le ring, sans même qu'il y ait de relais. Viens m'aider, on va faire le double finish. C'est bizarre. C'est bizarre. Moi, je vous dis, mon cerveau formaté WWE, il faudrait qu'il y ait un relais là pour qu'il soit autorisé légalement à rentrer, celui qui n'est pas légal. Mais bon, c'est la AEW. Ils font des matchs de ouf. Franchement, allez-y les mecs, continuez, vous m'avez fait rêver. Vous m'avez fait rêver. Ça me fait rêver d'entendre des matchs, des chants Tag Team Wrestling. Ça montre, là oui, que les meilleurs catchs à la AEW, alors ça ne veut pas dire que les mecs à la WWE sont pas bons, non, mais en effet que la AEW met en avant le catch. Donner une demi-heure pour un match en équipe, en main event, et un match comme ça qui va en plus en time limit, c'est magnifique. C'est magnifique, ça fait du catch, un vrai sport, enfin, encore une fois dans les storylines, comprenez ce que je dis, et c'est, alors qu'est-ce que je voulais dire, c'est ça montre que ça donne de l'importance donc à l'enjeu du match et ça donne une... Voilà, c'est ça. Les mecs, ils font en weekly, donc à Collision, des matchs qui sont dignes d'un pay-per-view. Littéralement. Ça, c'est un match de pay-per-view. C'est un truc de ouf. Enfin bon, c'est un truc de ouf. Et là aussi, par là où ils sont très bon, c'est que si vous regardez bien, il y a eu le coup de... Pour ceux qui ont vu le show, et je vous conseille de le regarder, il y a eu le coup de gong à la fin du match. Et là, tout le monde est... Qu'est-ce qui se passe? Bon, on se doute que c'est le time limit. Mais ils ont attendu au moins 30 secondes avant que la ring announcers dise « Ce match est terminé en match nul. » Enfin, en match nul. En match à égalité partout parce que ça a atteint la limite de temps. Il y a eu ce petit temps de 20 à 30 secondes entre le coup de gong et l'annonce au micro qui a laissé les gens en mode « Oh non, qu'est-ce qui se passe? Oh non, on me dit pas que c'est ça. Oh non, oh non, oh non, oh non. » Et là, il y a l'annonce et là, tout le monde est dégoûté. S'ils avaient annoncé direct après le gong « Time limit draw », la réaction aurait été beaucoup moins silencieuse, beaucoup moins la foule dégoûtée. Ça se termine en baston général. Vous avez capté que j'aime les bastons générales. Bon, il ne faut pas à tous les combats quand même pas. Mais j'ai vraiment kiffé. Ça fait mousser. Ça sera un match à 3 à All-In. Alors maintenant, j'espère pas avoir tort. Mais il me semblait qu'ils avaient annoncé le match à 3 à All-In à Dynamite. J'espère me tromper. Mais s'ils l'ont annoncé de mémoire, je pense qu'ils avaient fait une grosse gourde parce qu'ils annonçaient déjà le match à 3. Donc là, oui, s'ils vous ont fait ça, AEW, vous avez merdé. Hein. Et là, je sais pas à qui c'est dû. Hein. Mais peut-être je me trompe, je sais pas. Bref, dites-le moi dans les commentaires si vous avez fait gaffe. Mais en tout cas, franchement, gros show, j'ai kiffé. Et je vous le dis, maintenant, je vais m'y tenir. Bon, ça va être dur si j'ai pas de Wi-Fi, si j'ai pas de bon Wi-Fi et tout ça, si je suis sur la route. Mais je vais m'y tenir, je vais faire les reviews AEW parce que là, c'est 2 sur 2. Vous avez vraiment bien accueilli la vidéo, vous m'avez motivé. Franchement, ça va faire du boulot. Mais comme je vous ai dit, je veux que cette chaîne, ça devienne... probablement la numéro 1. Donc, on va bosser pour ça. Donnez-moi le retour qui convient. Donnez-moi vos avis, vos commentaires. Et n'hésitez pas dans vos commentaires à me poser des questions. Avant qu'on passe à la question que j'ai sélectionnée, je vais quand même juste dire donc une mini conclusion. Ouais, AEW, maintenant, je commence à capter la vibe. Et je commence à capter pourquoi peut-être certains l'ont en grippe. Parce qu'ils sont fans de WWE ou ils sont formatés au format WWE. Et c'est vrai que quand on est habitué au format WWE, c'est dur de s'adapter à un produit nouveau. Mais moi, je suis le contraire, l'inverse. Je suis en mode, montrez-moi quelque chose de nouveau. Et si c'est bien, j'applaudis. Et là, j'applaudis
Même si quand j'applaudir, je préfère applaudir comme ça. Pour ceux qui comprennent la référence. Oh mon Dieu, que je suis CON des fois. Bon bref, il faudrait que je... Il est quelle heure là? Il est 4 heures. Bon, ça va, le show commence en 2 heures. Je vais aller me poser. Après, il faut que je me repose un peu. Même si ça va être dur après avec le Monster. Mais là, en fait, avec AEW, je ressens la même vibe que j'avais quand j'ai rejoint TNA Impact après mon séjour de 4 ans à NXT. C'est genre un vent de liberté, un vent de possibilité d'être soi-même et de faire du catch et du bon catch. En fait, bel esprit, bel esprit. Je dis pas encore une fois que le catch n'est pas bon à la WWE, pas du tout. Mais c'est différent. On le sent que c'est différent. Et si vous regardez AEW, notamment en collision de cette semaine, et que vous ne sentez pas la différence avec la WWE ou que vous dites que c'est pas un catch bon, franchement, je ne sais pas quoi faire pour vous. Parce qu'avec 20 ans d'expérience, c'est un show que j'ai vraiment kiffé. Oh oui, oh oui. Question, les amis. Alors, c'est Trouble Fist qui me dit... alors, chez Monsieur Hawkins, ils ont un nom de catcheur français comme tu l'aimes, Loire-Atlantique Chevalier. Bon, moi, c'est Louis-Albert Chevalier, ok. Ma question, en dehors des... Alors, oui, c'est pour ça que j'ai prise. Ma question, en dehors des promos, exercices dans lesquels tu es bon, tu t'exprimes également très bien face caméra, c'est fluide, maîtrisé et toujours articulé. C'est pour ça que j'arrive pas à lire. Est-ce que tu as pris des cours d'éloquence ou de théâtre? Recommanderais-tu l'un ou l'autre? Question annexe, est-ce que tu as travaillé sur ta voix ou tu as naturellement ce ton très grave, très cool à entendre? Oh oui, bel esprit. Alors, c'est une bonne question. Alors, vous remarquez, et même moi je le remarque en fait dans ces reviews que des fois, c'est hashtag TLR Review, que ma langue fourche. Pourquoi? Parce que je parle à 300 à l'heure. Parce que je vous le dis à chaque fois, moi j'aimerais faire des reviews de 35 minutes, j'en suis à 55 minutes. Et je suis en train de répondre à peine à la question. Donc j'ai un débit très très poussé parce que j'essaie d'être le plus rapidement possible. Si je parlais normal comme je parle d'habitude, mes reviews feraient 2 heures. Et là, ça serait trop long pour vous, je le sais. Donc ça, c'est le premier truc. Par contre, pour ton compliment, franchement, merci. Alors, est-ce que j'ai pris des cours d'éloquence? Non. De théâtre, un tout petit peu, mais pas comme ça. Pas pour arriver à parler comme ça. Est-ce que tu recommanderais l'un ou l'autre? Absolument. Absolument, alors à tous les niveaux, pas juste pour le catch, pour la vie en général. Les cours de théâtre, ça vous permet de sortir de votre carapace, de sortir de votre coquille, et pour le catch, c'est essentiel. Mais même pour la vie en général, c'est vraiment bien, c'est vraiment marrant. Si vous tombez sur un bon petit club ou un bon petit cours, franchement, ça peut vous faire que du bien. J'en ai fait quelques-uns, moi, à une époque, en 2016-2017, justement, quand j'avais terminé NXT, parce que je voulais me lancer dans l'acting, j'avais fait des castings et tout. Mais en fait, le problème, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment se concentrer à 100% à ça. Il aurait fallu déménager sur Paris, travailler ma gueule, peut-être perdre du muscle pour vraiment pouvoir m'adapter à différents rôles. Parce que faire le patibulaire ou faire l'homme de main ou le garde du corps, c'est bon. Il n'y a qu'un seul garde du corps par film, donc le choix est très limité. Pour être un vrai acteur, il faut vraiment être passe-partout. Il faut avoir une gueule passe-partout. Il aurait fallu peut-être que je rase la barbe ou que je la raccourcisse. Et j'ai vite compris, non, ça m'a gavé. Je veux pas faire ça, je me concentre sur le catch. Parce que, encore une fois, passion, etc. Comme exactement ce que disait Randy Orton à Cody Rhodes dans leur interview qu'ils ont faite, What do you want to talk about sur YouTube, que je vous conseille aussi, c'est pas mal. C'est intéressant comme vidéo. Mais tout ça pour dire, moi je conseille de le faire totalement. Ce qu'il faut pas mal faire aussi, et ça j'en trouve très peu en France, c'est des cours d'improvisation. Aux États-Unis, c'est très commun. Cours improv class. Ça, c'est parfait parce que ça vous apprend à improviser, ça vous apprend à être marrant, à être créatif on the spot, en direct, sans répétition, sans quoi. Et ça, dans le catch, c'est essentiel. Et même pour la vie de tous les jours, ça vous apprend à réfléchir très rapidement. Oh oui, oh oui. Et est-ce que j'ai travaillé pour avoir une voix comme ça ou ce ton très grave? Alors, en toute franchise, non. Mais peut-être un jour, je ferai des TLR Stories. Ça n'a pas vraiment de rapport avec le catch, sauf pour mon premier match. Mais quand j'étais très jeune, c'est-à-dire quand j'avais 20 ans, 18-20 ans, donc pour moi, c'est très jeune, hey, je faisais des chansons et notamment des raps sur l'ordi. Et j'ai très vite compris que dans ces chansons, vu que je travaillais très peu ma voix, je mettais juste de l'écho, il fallait vraiment accentuer certains mots. Et genre, oh oui, je suis Tom la Ruffa, yeah. Enfin, tu vois, il faut forcer, il faut avoir le rythme et tout. Enfin, c'est pourri ce que je viens de faire. Mais tout ça pour dire, j'ai compris que en travaillant la voix, c'est 10 fois plus charismatique et c'est 10 fois plus, ça a 10 fois plus de gueule. Donc au final, naturellement je l'avais. Maintenant aussi, ce qui m'a aidé, les amis, ça oui, c'est de me prendre des cordes à linge dans la gueule plusieurs fois quand j'étais à la WS et plusieurs fois quand j'étais à la WS et au fur et à mesure que je me prenais des cordes à linge dans la gorge, et ben j'avais la voix chaque fois qui devenait de plus en plus grave. Donc franchement, c'était très dérangeant parce que j'avais mal à la gorge pendant toute une semaine après ça. Mais au fur et à mesure, par exemple, je vous donne un exemple. Vous savez, dans les Simpsons, Flanders, quand il fait son cri qu'il a peur, le mec il est effrayé, d'accord? Il crie comme une meuf.
À une époque, j'arrivais à le faire, ce cri. Et ben depuis que je me suis pris les cordes à linge dans la gueule, dans la gorge, je m'en suis pris 4 ou 5 à la WS et chaque fois j'avais salement mal. Il faut faire très gaffe, hein, parce que c'est dangereux de se faire prendre un coup dans la gorge. Hein, il y en a qui peuvent en mourir. Vous risquez de vous faire écraser pas les cordes vocales, mais les voies respiratoires. Bon, tout ça pour dire, depuis que je me suis pris ces cordes à linge dans 2008, 2009, 2010, j'ai la voix qui est beaucoup plus grave et bien évidemment, je ne sais pas si j'ai perdu des octaves ou quoi, mais je ne peux plus faire de voix très aiguë. Donc, on va terminer cette review sur un cri à la Flanders et vous allez voir, c'est ridicule. Mais pour la chaîne, je me dévoue. Allez, c'est Flanders qui a peur. Ah non, c'est pourri, c'est pourri. Avant, je vous dis, j'arrivais à faire le cri strident, là, très strident qui sort de là et qui sort sans accroc. Là, comme ça accroche, ça a fait ce bruit pourri que j'ai fait. Oh oui, oh oui. En attendant, une chose qui n'était pas pourrie, c'était AEW Collision de cette semaine. J'ai kiffé, j'espère que vous avez kiffé cette review. Maintenant, on croise les doigts pour que je puisse poster la vidéo rapidement. Oh oui, oh oui. Ouh, que les forces de l'univers du Wi-Fi soient avec moi. Et avec le bel esprit. Oh oui, Tom Laruffa. C'était AEW Collision pour la chaîne Tom Laruffa du même nom. Oh oui, merci pour votre soutien. Abonnez-vous, likez, mettez la petite cloche, commentez. On se voit maintenant que je vous dise pas de bêtises. Eh bien, je crois bien pour Monday Night Raw. Et bonne nouvelle, je me débrouillerai. Je ferai aussi, bien évidemment, All Elite Wrestling All In. Oh oui, bel esprit. Mouah, magnifique.